James Webb. S'il y a bien une mission qui, même avant de commencer, nous met déjà plein d'étoiles dans les yeux, c'est bien lui. Et il faut dire qu'il y a de quoi. Recherche d'exoplanètes habitables, des origines de l'univers, étude des galaxies, des capacités au-dessus du mythique Hubble. La liste des promesses de Webb n'en finit pas. Mais pourtant, il existe un autre domaine dans lequel il va aussi se révéler bien utile, le système solaire. Alors, entre Pluton, des objets interstellaires, la ceinture de Kuiper, Uranus, Neptune, des objets jamais observés et bien d'autres, je vous propose pour aujourd'hui de faire le point sur tout ça. Mais avant de commencer, j'aimerais, comme d'habitude, vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, j'ai déjà suffisamment parlé pour cette introduction et je vous propose de nous retrouver juste après le générique. Ce n'est un secret pour personne. Le télescope spatial James Webb va profondément marquer notre perception de l'univers, comme Hubble le fit avant lui. Des galaxies les plus lointaines aux planètes les plus proches de la Terre, en passant par les origines, entre guillemets, de l'univers et les mondes habitables, le télescope va très probablement se démarquer dans une multitude de domaines différents. Mais s'il va s'intéresser à toute une panoplie d'objets situés à des années-lumière de nous, James Webb se tournera aussi vers des objets bien plus proches. Notre propre système solaire contient une vaste gamme de cibles pour la mission et un paquet de découvertes reste à faire. Et justement, on apprenait très récemment que de nouvelles cibles s'ajoutaient à celles déjà existantes. En premier point pour l'épisode, il devrait notamment s'intéresser aux objets de la ceinture de Kuiper. Pour rappel, la ceinture de Kuiper est une ceinture d'astéroïdes qui commence au-delà de Neptune et s'étend de 30 à 55 unités astronomiques. Et ce n'est pas une petite ceinture. On estime en effet qu'elle est de 20 à 200 fois plus massive que la ceinture d'astéroïdes que l'on retrouve entre Mars et Jupiter. Et vous connaissez tous au moins 3 objets de la ceinture de Kuiper: Pluton et Charon, ainsi que l'astéroïde 2014 MU69. On remercie au passage la mission New Horizons pour ses clichés sublimes, mais ce n'est pas le sujet de cet épisode. J'en avais déjà parlé, mais la ceinture de Kuiper et surtout les petits objets qui la composent, comme 2014 MU69, aussi nommé Arrokoth à vos souhaits, ont un avantage. De par leur éloignement du Soleil, 44 unités astronomiques dans le cas d'Arrokoth, soit 44 fois les 150 millions de kilomètres qui séparent la Terre du Soleil, ces objets sont de véritables fossiles. Ils ont en effet été préservés d'une majeure partie de l'altération de leurs composants par les vents et rayonnements solaires et sont ainsi de véritables reliques de la formation de notre système. Ainsi, en observant plusieurs et en étudiant leur composition, on obtient bien plus de données sur la composition du système solaire primitif et on peut aussi mieux comprendre comment tout ce petit monde a évolué et pourquoi, au passage, la Terre est habitable. Et justement, avec ses capacités révolutionnaires, Webb sera capable d'analyser la composition de ces objets. De plus, en opérant dans l'infrarouge, il opère dans une excellente longueur d'onde pour cette tâche.
Bon, bien sûr, la plupart des objets observés resteront une petite tache lumineuse. Mais l'analyse spectroscopique des longueurs d'onde absorbées par certains composés restera une mine d'or d'informations. D'autant que, malheureusement, les observations en infrarouge sont quasiment impossibles depuis la Terre, du moins à ce niveau de sensibilité. Notre atmosphère nous en empêche en effet totalement. Néanmoins, il se pourrait aussi que Webb nous fasse découvrir de nouveaux paysages. Je m'explique. Voici une image de Charon, publiée en 2011 et utilisant des images fournies par Hubble. Alors, il est important de noter qu'il ne s'agit pas réellement d'une photo, puisqu'elle est une image générée par ordinateur à partir des données fournies par des photos. C'est un peu entre deux, disons, mais ça reste qualifiable de photo. Bref, cette photo, comme celle de Pluton dans le même genre, était jusqu'à 2015 et le survol de New Horizons les meilleures images obtenues de Pluton. C'est idiot, mais à une quarantaine d'unités astronomiques de nous, les objets sont tellement éloignés et relativement petits qu'espérer en apercevoir un simple détail de surface, même si ce détail fait des centaines de kilomètres, relève déjà de l'exploit. Or, même si je suis loin d'être expert du sujet, Webb pourrait aussi réaliser ce genre d'images, mais avec une qualité malgré tout supérieure. Alors évidemment, il ne faut pas s'attendre à des détails époustouflants. Et ce serait inutile de tenter de photographier la surface de Pluton, dont on connaît maintenant assez bien plusieurs aspects. Pareil pour Charon, mais d'autres objets, comme 2001 KX76, d'une taille semblable à Charon et situé également à une distance comparable, une quarantaine d'unités astronomiques, on peut imaginer que Webb arrivera peut-être à nous donner un petit aperçu de ce à quoi cet objet ressemble. Enfin, à une soixantaine d'unités astronomiques, la planète naine Eris et sa lune Dysnomie font-elles déjà partie des cibles prévues pour le télescope. Là aussi, ces spectroscopes devraient faire du très bon boulot. Mais bien évidemment, les objets de la ceinture de Kuiper sont loin d'être les seules cibles de James Webb. Dans la ceinture d'astéroïdes, différents objets comme Cérès, Vesta, toutes deux explorées par la sonde américaine Dawn, ou encore Pallas, Igea et bien d'autres, pourraient aussi être des cibles sympathiques, même si, il faut le savoir, leur intérêt scientifique est un peu plus limité. Certains seront en effet visités par des missions comme Psyche et Lucy dans une moindre mesure puisqu'elles visent plutôt les astéroïdes troyens de Jupiter, ces missions nous fournissant énormément de données et rendant certaines observations de Webb un peu moins utiles. En revanche, Webb sera aussi un outil précieux pour observer certaines planètes du système solaire. Qu'il s'agisse d'observer Mars, mais surtout des planètes plus éloignées comme Saturne, Uranus ou Neptune, Webb devrait toucher à beaucoup de planètes également. Il faut dire qu'il sera plus qu'utile pour observer leur météo et l'évolution de différentes tempêtes. Bien sûr, autour de Jupiter, la sonde Juno effectue un travail plus que remarquable. Et pour Saturne, c'est Cassini dont les données continuent de nous en apprendre énormément. Mais au-delà de ces deux géantes, c'est surtout les géantes de glace, Uranus et Neptune, que Webb devrait aider à mieux comprendre. L'absence de missions d'exploration récentes vers ces deux géantes, les dernières données nous venant d'elles datant de 1986 pour Uranus et 89 pour Neptune, grâce à Voyager 2, font qu'elles restent encore mal connues. Bien sûr, différents observatoires, spatiaux comme terrestres, continuent de nous permettre de les photographier et de les étudier. Dans le cas de Neptune, des télescopes comme le VLT et Hubble nous permettent d'avoir un aperçu de leurs tempêtes en surface et de leur évolution.
car on n'y pense pas toujours, mais si la grande tache rouge de Jupiter est LA tempête la plus célèbre du système solaire, des tempêtes démesurées, Saturne, Uranus et Neptune en connaissent aussi. Le problème, c'est qu'au-delà de ce que l'on observe en surface, il y a aussi plein de phénomènes alimentant, créant et déstabilisant les tempêtes sous les premières couches de nuages et de gaz. Et là aussi, le télescope spatial James Webb devrait nous aider à percer ces couches nuageuses et à mieux comprendre ce qu'il s'y passe, en plus de fournir de précieuses informations sur les composés chimiques en jeu. Enfin, dans le cas de visiteurs interstellaires, comme l'astéroïde Oumuamua ou la comète Borisov, Webb pourrait aussi nous fournir de précieuses indications sur leur composition, entre autres, ce qui serait une grande première. Cela permettrait, surtout, de mieux comprendre ce qui différencie notre système d'un autre, par exemple. Ainsi, on saurait peut-être un peu mieux pourquoi il y a des bananiers sur Terre. En résumé, et si on parle souvent de tout ce que Webb apportera à la connaissance de l'univers, il ne faut pas non plus oublier le travail titanesque qu'il accomplira dans notre système solaire. Analyse des températures des atmosphères à différentes couches, de leur composition, leur évolution. Webb a certainement au moins autant à apporter à la connaissance de notre système qu'au domaine des exoplanètes, des origines, des galaxies et bien d'autres. Mais pour ça, il faudra attendre maintenant ces observations. Soyez en tout cas certains qu'on en reparlera. En attendant, c'est ici que je vais terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié et je vous donne rendez-vous dans quelques jours. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.